Bonjour, aujourd'hui je suis avec Thomas, avec Sylvain qui travaillent tous les deux chez Cyanide, également avec Médoc et nous allons parler bien sûr du RPG Le Trône de Fer. Bienvenue dans Extra Life. Déjà on s'excuse pour les micros, donc on va essayer de se passer les micros correctement, etc. Là, vu qu'on est beaucoup sur le plateau, donc ça va fonctionner comme ça pour celle-ci. Donc le Trône de Fer, on en a déjà entendu un petit peu parler déjà dans les news de 101%, dans les news 18+, plutôt, même dans les news EXP, et également dans un reportage EXP que tu as fait récemment. Donc tu as été dans les locaux de Cyanide, tu as pu interviewer pas mal de monde, et donc là on va réattaquer un petit peu pour parler du jeu, de son développement, et également de l'univers. On va préciser tout de suite une chose, c'est-à-dire le Trône de Fer, avant tout, c'est des bouquins. Donc là, on vous montre les 2 premiers bouquins qui correspondent au premier tome, donc sorti aux États-Unis, et donc c'est de ça qu'on va parler. Et c'est dans cet univers-là, sur ces 2 premiers bouquins, que se base le jeu. Ouais, donc, en gros, voilà, pas de spoil. Donc pour les gens qui lisent ça. Donc le tome numéro 5, donc qui est le tout dernier là qui est sorti en juin aux États-Unis et qui est en passe d'être traduit. Donc le premier tome, je crois, est déjà sorti et il sera en 3 parties en France puisque les sorties des bouquins, donc il coupe en fait le tome américain en plusieurs parties, en 2, 3, 4 bouquins. Et donc là le dernier sera en 3 bouquins. Et je crois que la 3e partie en France sortira genre début 2013, un truc de ouf. Donc du coup moi je l'ai attaqué direct en anglais. Et vous connaissez également ça. Donc la série qui a été adaptée du Trône de Fer et qui correspond, là c'est la première saison, donc qui est chez HBO, et donc la première saison correspond aux 2 premiers bouquins. Voilà. Donc on va commencer par une question toute simple. Le Trône de Fer, vous l'avez découvert comment ? C'est-à-dire quel est votre premier contact avec cet univers ? Est-ce que c'est, j'imagine que c'est pas la série, c'est d'abord les bouquins ? Alors pour moi, ouais, c'est effectivement les bouquins. Ça date un peu, c'était avant que je rentre à Cyanide même, donc c'était, je pense, 6-7 ans. J'avais eu les 2 premiers français, donc à l'époque, qui étaient, je crois, quasiment les seuls sortis. Les autres devaient être en cours de trad, et j'avais bien accroché à l'univers. C'était un peu, malheureusement, tu restes un peu sur ta fin, sur la fin donc, du premier tome US. Et c'est en rentrant à Cyanide que je m'y suis remis, grâce à Patrick, notre patron, et que j'ai continué à lire la suite. Et là est arrivé dans une grande cavalcade toute la série de jeux, de plateaux, de cartes auxquels on a joué, mais longtemps avant par contre de commencer à travailler sur le jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que tu fais sur le jeu ? Ok, donc moi je suis concepteur, donc je suis lead game designer exactement, c'est le titre, donc responsable de la conception, et je m'occupe de pas mal d'aspects. L'aspect principal c'est le game design, donc le gameplay, concrètement ce que va jouer le joueur, et on a beaucoup bossé, surtout avec Thomas et Max, un de nos collègues, sur le scénario. Ok. Et donc toi Thomas, tu es chef de projet mais également directeur artistique sur le jeu. Et donc du coup même question. Alors comment est-ce que tu as entré en contact avec l'univers de George Martin ? L'univers a commencé il y a 7-8 ans sur le premier tome, mais en même temps et surtout d'ailleurs à la base sur le jeu de plateau. Ok. La toute première édition du jeu de plateau. Donc du coup, alors contrairement à moi qui a attaqué le bouquin, genre plutôt la série assez récemment, donc j'ai pu tout enquiller. Vous avez attendu donc des plombes pour pouvoir tout lire, ouais. À chaque fois. C'est pénible, c'est un petit peu, non ? On a même attendu en fait pendant le développement du jeu, puisqu'on a commencé le jeu, le 4 était sorti, et le 5 était encore en cours d'écriture. Le 5 est sorti, tu l'as dit, en juin, donc en plein dev du jeu. Et donc ouais, c'était beaucoup d'attentes, et l'attente n'est pas finie puisqu'il en reste encore quelques-uns. En fait, le 5 devait même sortir quasiment en début de prod, et au final il est sorti à la fin de prod. Mais du coup, quand il est sorti, donc j'imagine que vous l'avez lu en VO. Ouais, bien sûr, en VO. Ouais. Et du coup, en fait, pour te raconter la petite histoire, le jour de la parution donc du tome 5, on a reçu 4 livreurs d'Amazon qui sont venus apporter, qui pèsent quand même une tonne, parce que là, t'as la version petit format. Nous, on avait les versions grand format de l'époque, donc là, il nous a livré des palettes de... Je vois, c'est la grosse version, c'est celle que j'ai aussi, mais du coup, donc vous avez lu ça. Est-ce que en lisant ça, en lisant les événements qui se déroulaient dedans, est-ce que vous avez non mais on en parle pas. Est-ce que du coup vous avez changé des trucs dans le jeu? Est-ce qu'il y a certains éléments, pas des trucs majeurs, j'imagine, parce que encore une fois on le répète, l'histoire de Game of Thrones, le RPG se déroule pendant la première saison, pendant le premier tome.
mais est-ce que à la vue de certains nouveaux éléments, vous avez été amené à changer des trucs dans le jeu? Alors, non, mais je vais laisser Sylvain expliquer pourquoi. En fait, ouais, c'est très précis. En fait, non, à 99%, il y a peut-être un ou deux tout petits détails scénaristiques qu'on a disés, mais en fait, le gros des modifications qu'on aurait pu avoir à faire pour rester cohérent, lié au fait que au tome 4, tu penses que certains personnages, certaines choses sont telles qu'elles sont, et au tome 5, évidemment, tu as des nouvelles révélations. Et justement, nous, pour éviter de se planter, on avait déjà demandé à George Martin quelles étaient ces modifications qu'on voyait dans le jeu et qui allaient avoir un impact dans les bouquins à venir. Donc, on avait déjà fait en fait en amont les modifications. D'accord, bah c'est un petit peu ce que tu m'avais dit quand j'étais parti vous voir, et tu m'avais aussi dit que donc pour pouvoir travailler vos personnages principaux, notamment le prêtre rouge Alistair, c'est ça, vous avez dû demander des détails à George Martin, et des détails qui vont au-delà du livre 5. Alors, du coup, vous êtes fait un petit peu spoiler la gueule. Oui. T'étais déjà allé le voir. Complètement. Moi, j'étais déjà allé le voir justement avant que le tome 5 sorte, même très tôt, parce que c'était encore plutôt première partie du développement, première moitié du développement. Et on s'est fait spoiler sur certaines infos du tome 5, mais aussi sur des infos des tomes à venir, puisque forcément, nous, c'était très important pour nous d'être cohérent avec ce qui a été écrit, mais aussi avec ce qui va être écrit à l'avenir. Et seul lui le sait, évidemment. Maintenant, moi un peu, mais bon, c'est quelques petits détails, et c'était vraiment pour servir le jeu, et qu'on justement s'assure que tout ce qu'on crée en termes de narration, mais aussi en termes de visuel, parce qu'il y a des choses qui sont peu décrites et qui le seront plus tard en tout cas, soient cohérentes une fois que la saga entière, donc les 7 tomes, s'il y en a que 7, seront publiés. Comment ça, s'il y en a que 7? Il y en a 7. Il faut arrêter les histoires maintenant. Alors, Médoc, au début, il y en avait 3, officiels. Donc, jusqu'à peu près dans les années 2000, il y en avait 3. Ensuite, c'est passé à 5. Ensuite, c'est passé à 6, puis très rapidement à 7. Donc, pour l'instant, on est à 7. C'est lui qui le dit, hein. On est à 7, et là, il a dit lui-même lors d'une récente interview qu'il allait arrêter que ça allait se finir en 7 parce que c'était plus possible. Ah, c'est clair qu'il est plus tout jeune là. Donc George Martin, est-ce que vous l'avez rencontré, vous? Ouais. Alors décrivez-nous un petit peu cette rencontre. C'était dans quel cadre? Est-ce que c'était sur un salon? Est-ce que vous êtes parti le voir? Est-ce qu'il est venu vous voir? Il est comment? Donc, il est comment? Ok. Il est sympa? Très sympa, réellement. Très accessible, très simple, et il adore parler. Alors d'abord, comment je l'ai rencontré? Moi, je l'ai rencontré à Montréal il y a 2 ans sur un salon SF où il venait faire un event, et on s'est rencontrés dans un salon d'un hôtel. Et donc déjà cette rencontre, c'était dans le cadre d'un projet de jeu, ou alors en fait le projet de jeu était déjà avancé, et en fait on est allé le voir pour lui présenter les premiers arts des personnages, les premiers arts d'environnement, je crois, et surtout la première ébauche de scénario qui a été réécrite après, mais surtout la volonté de ce qu'on voulait mettre dedans. C'est-à-dire que l'architecture, la structure du scénario et la façon dont on voulait nous travailler, on voulait absolument lui expliquer très très rapidement pour qu'il comprenne qu'on allait essayer de travailler en fait dans son sens. D'accord. Et ça s'est super bien passé. Lui, comment il est? Super humain. Il est pas avare en discussion. Il connaît parfaitement son univers. Tu lui poses une question, il te répond du tac au tac, même si c'est dans le premier tome qu'il a écrit il y a des années. Il aime ce qu'il fait, dans le bon sens du terme. Et c'était super simple en fait. La rencontre s'est faite super simplement. Ok. Et donc du coup, est-ce que vous avez discuté directement avec lui, parce qu'il y a un truc pour moi, je pense, est très important dans le jeu. Donc c'est les 2 personnages qu'on aura la possibilité d'incarner. Ouais. Donc c'est un prêtre rouge et ensuite quelqu'un de la garde de nuit. Donc il y avait d'autres possibilités. Assez cool aussi, parce qu'il y a plein de types de personnages. Ouais. Alors, est-ce que vous avez arrêté ces 2 personnages très tôt dans le développement, ou est-ce que ça arrivait au fur et à mesure avec le développement de l'univers et du scénario? Est-ce qu'il a influé, lui, sur ce choix? Non, lui n'a pas eu d'impact direct là-dessus. Comme tu l'as dit, il y a, je pense, 1 million de personnages possibles à faire, et on a eu 1 million d'idées, je pense, à peu près. On est arrivé à réduire ce nombre petit à petit. On avait fait quelques idées, quelques prototypes de scénarios, même de gameplay à plusieurs. Et on s'est retrouvé à 2 personnages. Une des raisons principales, c'était quand même que suivre 2 histoires en même temps, enfin dans le bouquin tu suis 8 histoires en même temps, c'est très complexe. Clairement pour un jeu vidéo c'était trop aller trop loin, ou alors aller trop peu sur chaque. Et comme on voulait aller assez loin dans chacun de nos 2 personnages, en tout cas on en a réduit à 2. Et je pense que c'était le bon choix, parce que du coup on est allé très loin dans ces 2 personnages,
Et bon, je vais pas spoiler le jeu en tout cas, mais ouais, je pense que ça nous a permis de beaucoup creuser. Celui qu'on a très tôt arrêté, c'était Morse, donc qui est garde de nuit. Nous on aime bien la garde de nuit à Cyanide. C'est clair. Je pense que tout le monde aime bien la garde de nuit. Bizarrement, c'est un endroit hyper glauque, mais je sais pas, il y a un côté, c'est la dernière frontière, quoi. C'est le truc genre qui est hyper important. C'est le premier contact qu'on a avec le bouquin, avec l'univers. Ouais, tout à fait. Et ça il y a un côté très, ce que nous on a adoré en tout cas avec Tom quand dès le début quand on a plus particulièrement bossé sur le jeu, c'était le côté low fantasy. Tu vois le côté, en fait, il y a très très peu de fantasy dans cet univers et c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup à la garde de nuit où c'est dur, où les gens perdent leurs doigts de pied et c'est ça le Moyen Âge et c'est pas chevaucher un dragon en crachant des boules de feu. Et enfin si bien sûr ça c'est de la fantasy et on aime bien la fantasy aussi puisqu'on en fait beaucoup, mais là c'est vrai que c'était un nouvel éclairage sur la fantasy et ce côté très mature et très dark nous a beaucoup plu et on le ressent très bien à la garde de nuit. Et puis on sent bien, c'est ce que j'adore dans le bouquin, c'est que la magie est présente, il y a des indices, genre ça existait à un moment donné, mais clairement la plupart des personnages ils croient pas vraiment, donc il faut vraiment avancer dans les bouquins pour qu'on commence à se dire genre ok, donc il y a certaines choses qui ont existé, il y a certaines choses qui vont se reproduire, et donc là du coup ça a été délicat pour vous, pour le jeu, vu que vous traitez les 2 premiers tomes, donc là en gros la première saison de la série, et donc il faut pas aller trop loin non plus dans certaines un truc tout bête, genre je sais pas si je peux le dire, genre mais genre il y a des dragons dans le jeu. Voilà, c'est ce qu'on va pas dire. C'est ça, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué d'en parler sans spoiler les par rapport au bouquin et par rapport aux jeux vidéo. Ce qui est sûr, c'est que la magie se réveille, ça on l'apprend première ligne du roman. Est-ce qu'elle est déjà bien éveillée dans le jeu ou est-ce qu'elle va s'éveiller au fur et à mesure Elle s'éveille au fur et à mesure, comme dans les bouquins. En fait, on suit vraiment la même progression. C'est-à-dire que c'est effectivement le réveil de la magie, c'est un truc qui se fait petit à petit, c'est une sorte de montée en puissance. Tu vois, à l'époque des bouquins, typiquement, on entend les premiers personnages parler dans les livres, qui eux-mêmes n'ont jamais vu de dragon de leur vivant, mais qui, on le sait, dans la salle du trône, pas loin, en dessous de la salle du trône, excuse-moi, dans le Donjon Rouge, il y a des carcasses encore de dragons, des crânes de dragons qui sont là depuis 1000 ans. Et donc on sait qu'ils ont existé, on sait que cette magie existait, on sait qu'elle a disparu, on sait pas pourquoi, et on sait qu'elle petit à petit en train de revenir. Et évidemment on joue là-dessus et on a gardé évidemment la même progression où au début il y a pas de magie. Ce qui a été super important pour nous en fait au début quand on a bossé dessus, ça a été de créer une timeline pour savoir qu'est-ce qui se passait quand. Ce qui a été complexe, et on a travaillé vraiment en groupe avec tous les quest designers qui étaient des gros fans de la licence et de la série, enfin, de la série dans le sens roman. Oui. Ça a été de définir quand commence quoi et sous quel signe. Par exemple, l'éveil de la magie, qu'est-ce qui est le signe avant-coureur de l'éveil de la magie. Alors, on a eu de longs débats, et au final, c'est Martin qui a tranché. D'accord. On lui a demandé et il a répondu. Et à chaque fois qu'on a eu comme ça des questions dont on n'avait pas la réponse spontanément dans le bouquin, on a fini par lui demander, et honnêtement, une fois sur 2, voire plus, c'était pas nécessairement ce qu'on croyait. Ok. Donc, ça doit être assez fascinant. Et du coup, est-ce que vous avez, je te passe le micro ensuite, est-ce que vous avez beaucoup d'interactions ou des interactions régulières avec Martin? Comment ça se passe? Vous avez des espèces de milestones, genre bon, rendez-vous toutes les 3 semaines, ou alors genre si vous avez une question, paf, un petit mail, et puis il vous répond dans l'année, dans la seconde? Non, alors il répond pas dans l'année, il répond plus vite, mais on n'est pas du tout passé par un process milestone. On est beaucoup plus, là encore, c'était beaucoup plus un rapport humain. C'est-à-dire que on lui envoyait des mails sérieux, pas forcément, enfin de process et il a mis le temps pour y répondre. Une question qui était super importante sur un point très précis du scénario, on avait une réponse rapidement. Donc c'est vraiment un passionné de création en fait. D'accord. Donc on a bien compris que d'une part, donc vous étiez des passionnés de l'univers de George Martin, des passionnés de jeux de rôle d'une manière générale. Vous avez, comme on a pu le voir dans le reportage, bossé pendant près d'1 an, je crois, sur le scénario, à revoir des choses, à voir des choses avec George Martin pour essayer d'être le plus fidèle possible et le plus à son univers et le plus cohérent possible. Très bien. Mais du coup, le fait que cette licence, donc qui est devenue massive avec la série, soit confiée à un studio français,
ça a pas suscité déjà des questionnements, des trucs auprès de, je sais pas moi, de la communauté des joueurs de RPG ou même auprès des autres éditeurs, ils se sont pas dit mais attendez, pourquoi est-ce que c'est pas nous qui avons la licence? Enfin, c'est quoi cette histoire de studio français qui a la licence Game of Thrones? Alors c'est assez rare que ce soit un studio et non un éditeur qui ait les droits d'une licence, surtout celle de Game of Thrones quand on voit l'impact qu'elle a aujourd'hui. Maintenant, faut quand même garder à l'esprit que c'est l'impact qu'elle a aujourd'hui parce qu'elle est médiatiquement connue via la série d'HBO. Nous, on avait commencé à contacter Martin il y a 7 ans. La licence était acquise. Nous, on a attendu sagement. Régulièrement, on leur contactait pour savoir s'il y avait moyen de travailler dessus. Et le jour où elle s'est libérée, on est remonté au créneau. Et je ne sais pas si c'est notre fougue, notre passion ou le fait qu'on savait exactement ce qu'on voulait faire. Il a accepté de travailler avec nous. Donc oui, ça paraît... Ouais, c'est un peu fou. Ouais. C'est un peu fou. Alors, petite question, genre pas la question qui fâche, mais quand même, il y a un jeu qui est sorti juste avant, qui a été développé également par Cyanide, et qui est une espèce de jeu de stratégie, qui n'a pas été spécialement bien accueilli par la presse, dont on a fait la critique. La critique sur Nolaf n'était pas spécialement positive. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que c'était... qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez vous expliquer un petit peu là-dessus? Alors on va pas pouvoir t'expliquer des masses, parce que Tom et moi n'avons pas bossé dessus. C'est déjà une info. Ça a été développé, en fait, on a 2 studios. Cyanide, on a un studio à Paris, un studio à Montréal. Donc là, Genesis a été développé à Montréal, pendant que, puisque nous ça fait 3 ans qu'on est dessus, Game of Thrones a été développé à Paris. Donc en fait, c'est 2 projets qui ont été développés sur une durée parallèle. Ok. Nous, et ça se sent, on a eu la grande chance d'avoir beaucoup plus de temps, et évidemment aussi plus de ressources. Évidemment, qui dit jeu de rôle dit beaucoup de contenu, et donc forcément des ressources plus importantes. Là où... Enfin, il y a un truc que justement auquel je vais te répondre sur Genesis, donc le nom du jeu de stratégie en question, c'est que c'est un jeu sur lequel on a essayé de créer un jeu de stratégie politique. Ouais. Et au final, il se trouve que c'est plus un wargame qu'un jeu de stratégie. Et c'est vrai que le jeu a été beaucoup communiqué, enfin, la presse en tout cas a beaucoup communiqué sur le jeu en tant que jeu de stratégie. Vous allez voir, ça va être StarCraft dans l'univers de Trône de Fer. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été déçus par l'aspect ah oui, en fait, c'est le pacing du jeu, l'ambiance du jeu est très 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 calme. Ça se joue lentement. C'est des choix stratégiques, il y a énormément d'interactions politiques, trahir quelqu'un, envoyer ton seigneur pour enfanter la femme du suzerain voisin, voilà, des trucs très Trône de Fer, ouais. Et qui sont pas des mécaniques classiques de jeu de stratégie qui, je pense, ont dérouté la plupart des joueurs. Maintenant, c'est quand même un jeu qui était très fidèle à la licence, ça se déroule pour le coup sur les entre moins 1000 ans et 20 ans avant le début des livres, donc c'est vraiment pas du tout la même période, c'est sur vraiment la genèse de l'univers du Trône de Fer. Maintenant, voilà, il y avait des défauts, on est d'accord, mais je pense qu'il y a eu une volonté qui n'a pas forcément été bien comprise, et bon, il y a quelques trucs en ergonomie qui manquaient aussi. Du coup, est-ce que vous, ce premier titre dans la licence qui n'a pas été bien accueilli, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous avez peur que ça fasse un mauvais buzz pour le RPG? Comment vous allez travailler ça? Ouais, en fait, pour nous, c'est quand même 2 projets qui sont extrêmement différents. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes équipes, c'est même pas les mêmes continents, c'est pas le même scope, c'est pas le même style de jeu, même au niveau de la licence, tu vois, c'est pas la même période. En plus, même au niveau de la licence, tu vois, nous c'était Genesis, c'était basé uniquement sur les bouquins. Il se trouve que dans le Trône de Fer, Game of Thrones, pour RPG, on s'est accoquiné avec HBO. On va en parler de ça. On va en parler, qui fait que nous en plus c'est pas exactement la même image de Trône de Fer. Donc pour nous c'est vraiment deux projets qui ont complètement rien à voir, et on n'a pas spécialement peur de notre héritage, c'est quelque chose qu'on a fait. Ouais, c'est ça, en fait le scope est tellement différent. Genesis est sorti il y a un bout de temps. Ouais. C'est vraiment un autre projet qui n'a absolument rien à voir. Donc, Ok, bon, on va passer à autre chose. On va passer sur le côté la série télé. Donc, est arrivé en cours de développement. Et quel a été l'impact? Parce que j'imagine, en termes de prod, vous êtes parti en fait sur des designs de personnages, vous aviez peut-être déjà modélisé des choses, etc. Et bing, genre t'as des acteurs qui sont embauchés pour une série, et soudainement il faut tout changer. Est-ce que ça a impacté cruellement sur la date de sortie estimée? Est-ce que ça a été genre ultra pénible? J'imagine que ça a dû en plus, genre ça entraîne des dépassements budgétaires, ça automatiquement. C'est la cata quoi en gros. Non en fait. Étonnamment non. Donc oui, le jeu était déjà commencé, la prod était lancée, donc ça c'était évident, ça a changé quelque chose, mais ça n'a pas changé
tant que ça, notamment. Alors, enfin, si on prend point par point, les visuels des personnages connus. Bon bah oui, on les a refaits. Donc, mais c'est pas, tu vois, enfin c'est pas fou quoi. Ouais. Ça va. La musique. Donc ouais. là, la musique, du coup, on a stoppé, on est repassé sur la bande originale, qu'on a remixée, parce que la bande originale de la série ne peut pas faire toute la musique du jeu non plus. On a besoin d'ambiance globale, d'ambiance de combat, donc tout ça, en fait, on l'a gardé. Soit on l'a gardé, soit vraiment, si c'était trop décalé, on a refait dans le style 2. Donc la musique, oui, les musiciens, ils ont eu un gros taf, ça c'est clair. Sur les environnements Eh bien non, pour une raison toute simple, c'est qu'en fait on ne s'est pas inspiré des environnements de la série. Ok. On n'a pas essayé de coller sur les environnements exactement à la série. Malgré tout, en gros, ce qu'on a remarqué à la sortie des premiers épisodes, c'est qu'on a travaillé de la même façon en fait qu'HBO et de façon très très proche du bouquin. Ce qui fait que, par exemple, le mur, Château Noir, nous, on avait fait en fonction juste des chapitres qui sont écrits, les descriptions que les uns et les autres font quand ils s'y promènent. On a fait le plan en disant bah, tel tour doit être en face de tel tour parce que quand il sort de là, il voit tel truc, etc. etc. Donc on avait refait tout le plan et on avait modélisé. Et en fait, ça se ressemble beaucoup dans l'ambiance. Si tu prends exactement l'intérieur de la cour de Château Noir, d'ailleurs, dans la saison 1, si tu regardes Château Noir, c'est une cour. Il devait y avoir 10 000 soldats à la belle époque. Une cour, c'est peut-être un peu petit, mais il n'y a pas grand-chose. Par contre, l'ambiance, c'est la même. Okay. Alors, c'est un petit peu ce que nous explique Sébastien Lachambre, donc, qui s'occupe des environnements, tout à fait, où il donne exactement cet exemple que tu verras quand tu regarderas le reportage. D'accord, mais en gros, c'est juste pour dire on a déjà parlé dans le reportage. Que oui, effectivement, vous êtes basé, mais ça a été un travail de malade, en fait, pour essayer de déterminer les environnements en fonction de ce qu'on... Enfin, ne serait-ce que pour les échelles et tout, ça reste quand même un truc de dingue, quoi. Ouais, là clairement c'est quelque chose qu'on a fait très très tôt en pré-production avec notre Julien Desourteaux qui est notre lead level designer, donc il s'occupe vraiment des levels, des niveaux du jeu. Le jeu est découpé en un bon gros paquet de niveaux qu'on a voulu grand, c'est des grandes maps, tu vois, en Château Noir tu te balades vraiment en Château Noir, tu vas au réfectoire, t'as la tour Raymond, c'est assez grand, même si tu rentres pas dans tout. On a vraiment représenté souvent grand. Pour Réal, tu te battes vraiment dans les rues, il y a les maisons, il y a les bordels, bon, c'est grand. Il n'y a pas toute la ville. Et il n'y a pas toute la ville, on a sélectionné des quartiers, mais c'est quand même des grandes maps. Et du coup, c'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps, et je sais plus si on avait parlé, mais on est arrivé au point, on a même créé un wiki interne, le wiki Cyanide Game of Thrones, sur toutes les références détaillées, des moindres petits détails de, bah oui, en fait, dans tel chapitre, le personnage dit qu'il a vu de la chambre de la fenêtre, il voit le coin du mur de la pièce d'en face, et donc on a, on a commencé ça sur des tableaux Velleda, il me semble, au début, des grands tableaux Velleda, à reconstituer vraiment pièce par pièce où étaient les environnements, et après à adapter les endroits qu'on connaissait pas, ou avec soit de la logique, soit juste, en fait, visuellement ça rendrait mieux si c'était là, mais en tout cas on est hyper fidèle à ce qui est décrit dans les bouquins, dans des détails des fois qui nous ont fait un peu peur. C'est-à-dire qu'on allait voir des fois des traductions françaises, anglaises pour les comparer, pour vérifier quel était exactement ce qu'a voulu dire Martine, parce qu'en français ça n'avait pas été traduit exactement au mot près, donc ouais, on est allé assez loin là-dedans. Et donc du coup c'est une conversation qu'on avait eue nous à un moment donné, tu disais par rapport à la série, quand on voit la série et qu'on voit le mur pour la première fois, on se rend compte réellement que le mur est entièrement, c'est un bloc de glace. Et que c'est un truc qui est un peu moins évident lorsqu'on lit, en tout cas, les 2 premiers bouquins. Et donc, qui apparaît, qui saute aux yeux, évidemment, avec la visuelle de la série. Est-ce que vous avez eu des surprises comme ça sur certains environnements, sur certains détails, dans la série par rapport aux descriptions qui avaient été faites dans les bouquins? Je pourrais même répondre à votre place. Parce que, parce qu'il y en a une, apparemment, sur la salle du trône, où vous l'imaginiez beaucoup plus grande, parce que c'est une salle qui était censée accueillir genre 1000 personnes pour faire des grands banquets, tout ça. Or, dans la série, tu mets 1000 personnes, c'est un petit peu chaud. Ça fait un bon sound system, mais tu vois, ils sont tous un petit peu collés. Donc voilà, bon, c'était... Ça te va comme réponse ou... Non mais c'est exactement ça, il y a effectivement des environnements qu'on a vus dans la série qu'eux ils ont adapté pour des raisons de production cinématographique, ils ont une raison de le faire, où nous on avait un peu plus de liberté, et du coup c'est vrai que il n'y a pas que sur les environnements, il y a sur des personnages, notamment sur des visuels de personnages, où nous on avait imaginé des trucs, sur tu vois, des détails comme les Targaryens qui sont censés avoir les yeux violets, qu'ils ont pas du tout gardé dans la série télé, parce que et on a très vite compris pourquoi, parce qu'on avait essayé.
de leur mettre des yeux violets, et ça rendait malheureusement assez mal. En fait, ça faisait vraiment étrange, bizarre, ça faisait un peu The Tombs, enfin tu comprenais pas trop ce que ça faisait hyper high fantasy, alors que c'est pas du tout le propos, et que il se trouve que dans notre jeu, on croise des gens que c'est les Targaryens, il y a les Targaryens, mais ils ont fait des tonnes de bâtards, et certains ont hérité de ce... Bon bref. Donc on en croise assez tôt dans le jeu, et du coup ça faisait assez bizarre, et en fait on a pris la même décision qu'eux de retirer ce petit élément. Évidemment, après en avoir discuté avec Martine, qui lui était, après avoir vu le truc, complètement d'accord, et pensait que c'était effectivement un bon choix à faire. Ok. Alors petite question ensuite sur quelle est la dimension de la liberté offerte aux joueurs dans le jeu. Donc par exemple, lorsqu'on est sur le mur, est-ce qu'on peut décider d'aller au-delà et jusqu'où on peut aller en fait, parce que je pense que moi, genre en tant que fan de base, c'est le truc que j'aurais tendance à faire. C'est je vais être direct, je pars et je vais voir qu'est-ce qui se passe. Alors, et je vais même creuser genre au cas où si je trouve des choses. C'est une question qu'on s'est posée Day One. C'est vraiment c'est quoi notre RPG. Pour nous, il y a deux familles de RPG. Il y a les RPG, ce qu'on appelle les RPG sandbox, qui sont plus les RPG Bethesda, où effectivement tu vas n'importe où, n'importe quand, où t'as pas vraiment une histoire principale, t'as 1000 histoires dans 1000 endroits différents. Et t'as les RPG, on appelle plutôt l'école BioWare, même si c'est pas les seuls, plutôt linéaires, où t'as une trame principale, où t'as quand même la liberté d'action, mais qui se veulent plutôt linéaires. Nous, clairement, on a choisi d'offrir aux joueurs une histoire originale, unique et forte. C'était vraiment... tu verras nos références dans ton émission, Médoc, mais voilà, Planescape, je peux parler de Planescape parce que voilà, Planescape Tournament, c'est la référence principale pour le scénario. On est très fan, et on pense que on voulait à tout prix apporter ce genre de qualité scénaristique. Et du coup, on s'est rendu compte qu'avec ces prérequis, ça allait se faire dans un monde, un RPG plutôt linéaire. Même si nous, on offre des choix aux joueurs de revenir en arrière. On a des quêtes secondaires qui se passent dans d'autres environnements. Voilà, c'est pas une ligne droite. C'est pas un jeu d'action, c'est un jeu de rôle. Mais c'est pas un RPG sandbox. Donc tu vas pas n'importe où, n'importe quand. D'accord. Très bien. Est-ce que du coup, tu as une dernière question, une question que tu n'as pas posée, genre pendant le reportage, un truc genre tu t'es dit ah mais merde, pourquoi j'ai pas posé cette question? Non, mais alors c'est grave en fait, parce que je me rends compte que je suis une grosse bombe. Parce que non, mais parce que j'ai vraiment, on a abordé tous les trucs que j'ai abordés, donc j'ai pas forcément mis toutes vos réponses dans le reportage, mais tout ce dont on vient de parler là, clairement, j'en ai parlé parce que comme Thierry, je suis fan, et comme Thierry, j'avais des questions genre évidentes. Maintenant, une question que je vous ai pas posée, est-ce que ouais, éventuellement, ça va être la dernière question. Ça va être la dernière question, donc faut qu'elle soit, faut qu'elle soit massive. Ok. Est-ce que, ok. Game of Thrones, le RPG, donc, est-ce qu'il a pour ambition allez, on va dire de concurrencer certains titres dans le même genre. Alors évidemment pas un Skyrim, parce que d'après ce que tu nous as dit, c'est pas du tout la même chose. Je veux dire, c'est pas open world. Tu peux pas retourner en arrière dans certaines villes que tu as visitées, tout ça. Mais d'autres jeux peut-être donc plus linéaires, tout ça. Peut-être pas Mass Effect non plus, parce que enfin c'est SF, tout ça, truc. Si. En fait, honnêtement. Ouais, mais enfin par exemple The Witcher ou je sais pas, un Gothic. Bon. En fait, clairement, si tu fais un RPG, t'es obligé d'avoir de l'ambition. Si tu fais un RPG dans l'univers du Trône de Fer, t'es obligé d'avoir de l'ambition. Si tu fais un RPG dans l'univers du Trône de Fer avec des passionnés comme nous, en fait, t'es obligé d'atteindre cette ambition. Et du coup, on s'est donné les moyens et on s'est arraché du début à la fin ouais, c'est nos références, ce genre de jeu dont tu parles, les Mass Effect, les Witcher, c'est des jeux qu'on a kiffé, qu'on a joué, on a passé des centaines d'heures en tant que joueur. Et donc clairement, en tant que développeur, quand on attaque ce projet du Trône de Fer il y a 3 ans, en se disant voilà, on va délivrer un jeu dans l'univers du Trône de Fer, on se met la barre, tu vois, je pense 4 fois plus haut que là, quoi. D'accord, mais je sais pas, Tom, si t'as un truc à rajouter là-dessus. Ouais, enfin moi si ta réponse est oui, moi ma réponse serait limite non, mais en fait tout dépend du sens de ta question. Est-ce que ça a pour but de concurrencer qu'est-ce que t'appelles concurrencer? C'est-à-dire que en fait, très honnêtement, nous on s'est pas posé la question de quelles allait être la concurrence, mais plutôt qu'est-ce qu'on voulait raconter. C'est-à-dire que, mais je pense qu'on fonctionne à peu près toujours comme ça, c'est qu'on se soucie pas de la concurrence, on se soucie pas de ce qu'il y a en face, on essaye de faire un jeu au mieux de nos besoins, de nos capacités, mais jamais, moi, à un moment donné, je me suis posé la question, ce jeu, à côté de Witcher 2, est-ce que c'est crédible? Je pense que notre jeu, il est crédible en soi. Mais toute modestie gardée, hein, c'est pas... Mais il a ses forces, il a sûrement ses faiblesses, mais comme Witcher 2, comme tous, en fait. Ouais, mais je veux dire, c'est qu'il faut... On a plus fonctionné par goût que par... On regarde...
D'accord, mais j'imagine qu'on regarde quand même ce qui se fait à droite à gauche. Ah mais on y a joué, histoire on l'a de pas faire la même analysé, chose, on a- ne serait-ce que pour ça, de pas faire la même chose, tout ça. Ouais, ouais. Et on est naturellement amené à se comparer un petit peu, quoi. Et dans la mesure où effectivement les moyens de cyanide au moment de la production la plus élevée, enfin là où c'était vraiment chaud, tout ça, vous étiez combien? Une 45-50 45-50 sur le projet. Voilà, donc ça reste quand même en dessous Ouais, ouais. de gros projets où les mecs sont 100, 200, 300. Donc c'est pour ça que on aurait aimé savoir bon, les ambitions, tout ça, mais bon. Après, Mais- ouais, il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand je te dis que oui, on s'est mis la barre hyper haut et qu'on s'est mis au taquet pour même dépasser ce genre de jeu, encore une fois, comme dit Tom, c'est pas avec une volonté de se comparer et de dire on va faire mieux. C'est juste on fait un jeu de rôle dans l'univers du Trône de Fer et ayant joué à toutes ces références, on a une extrêmement haute ambition de fournir aux joueurs un jeu de qualité, un jeu qui va les faire vibrer, un jeu dans lequel ils vont retrouver des trucs que nous on a retrouvés dans les jeux de rôle auxquels on a joué. Et on s'est dit, mais c'est génial. Et on a parlé pendant 2 heures, la pause mini, on a parlé 2 heures que de parler ce petit détail de tel jeu. Et on s'est dit, mais ça, c'est énorme. Et ça aussi. Et ça, pendant moi, depuis 5 ans que je suis à Cyanide et 12 ans Thomas. Donc, il y a plein de petits trucs. Oui, nous, on a essayé de même monter la barre sur ces trucs-là. Maintenant, on s'est jamais vraiment dit, le jeu à sortir, comparé à Mass Effect, est-ce qu'il est mieux ou moins bien. C'est pas une question qu'on se pose pendant le développement. C'est malheureusement la question que les journalistes vont sans doute se poser, genre à la sortie. Mais justement, le boulot des journalistes, bien c'est sûr, un peu c'est de boulot. ouais. Nous, notre but, c'était juste de développer le meilleur jeu possible. Carrément. Alors question justement, on parlait de Mass Effect. Mass Effect, donc vous disiez donc que Game of Thrones est a une histoire très forte. Ouais. C'est vraiment story driven. Et juste, il y a toute une histoire donc avec Mass Effect, avec les gens qui étaient déçus par la fin, etc. Et paf, ils décident de sortir un petit update, une sorte de patch qui va résumer des choses ou changer des choses sur la fin. Est-ce que c'est un truc que vous seriez prêt à faire, sachant que c'est drôle, parce que les bouquins sont quand même genre sauvage là-dessus, et genre la sortie non seulement dans les bouquins mais également sur la série, la réaction des gens sur un certain événement a été genre énorme. Donc est-ce que vous avez vous aussi genre mis des choses dans le jeu qui vont qui vont fâcher les joueurs et en même temps vous allez vous accrocher et dire c'est comme ça? Alors, juste, et sachant que c'est encore plus drôle parce qu'à la fin du reportage, tu tacles un peu Mass Effect. Je sais pas si tu te souviens. Non, c'était parce que Tu dis ouais, mais c'est- on a des fins et c'est pas juste une histoire de couleur. Ouais, je dis ça avec humour. En fait, non, ce que je disais juste, c'est que tu me demandais si on avait des fins qui prenaient en compte tout ce que tu faisais en jeu. Et je te répondais non, ça prend pas en compte tout ce que tu fais en jeu. On va pas vous le dire ou vous le vendre, c'est pas vrai. Ça prend en compte quelques choix que tu fais plutôt vers la fin, et on a 4 fins qui sont effectivement complètement différentes. On n'a pas à chercher à faire plein de fins en récupérant des bouts. C'était leur choix, et il est bon ou mauvais, ça c'est les joueurs qui jugent. Mais voilà, c'est pas ce qu'on a fait sur le Trône de Fer. Pour répondre à ta question, je trouve que c'est un débat hyper intéressant justement sur un peu la volonté des auteurs. À quel point le public en hurlant peut influencer des choix de design ou des choix scénaristiques. Nous, je pense qu'on a fait des fins qui peuvent faire réagir, ouais, tout à fait. Pas du tout pour créer du buzz ou quoi, juste parce que c'est le propos dont on parle, c'est les choix du joueur et il va falloir les assumer. Maintenant, est-ce que moi personnellement, là je parle vraiment en mon nom, Sylvain, je serais prêt à changer des fins sur mon jeu si les gens gueulaient? Pas du tout. Ok. Non plus. Ah bah voilà, parfait, comme ça c'est clair. Mais pas pour. C'est pas qu'on n'écoute pas la communauté, c'est juste. Je pense que c'est un parti pris Mais de clairement. faire tel ou tel choix et se plier. Alors on n'a pas fait des courbes parce qu'on en a beaucoup parlé parce qu'on s'est posé justement ces questions-là par rapport à Game of Thrones. J'ai pas fait une courbe pour savoir combien il y avait de ventes et combien il y a eu de personnes qui ont gueulé et quelle était la ratio. Mais dans l'absolu, je suis totalement contre. Je pense que s'ils ont fait ça, c'est qu'ils avaient leur volonté. Et il faut l'assumer, il faut le faire. Carrément. Faut le faire. Et pour moi, il y a 2 écoles en fait. T'as l'école Star Trek et l'école Babylon 5. Donc Star Trek, t'as des personnages en fait qui devaient disparaître, qui n'ont pas disparu, parce que la cote de popularité du perso, de l'acteur, était très très importante. Babylon 5, le mec a écrit son histoire de A à Z, et il savait que des persos allaient disparaître à certains moments, il s'y est tenu. Donc les gens ont hurlé, ont gueulé, etc. C'est la même chose pour Game of Thrones, et moi je trouve que c'est fort ça. C'est genre à partir du moment où tu racontes une histoire, de temps en temps bah ça fait mal, mais en même temps c'est le propos quoi. C'est exactement ça, et c'est pour ceux qui ont lu en tout cas le premier tome US, c'est pour ça que Game of Thrones existe. Voilà. Mais faire mourir un personnage qui n'a aucun intérêt n'a aucun intérêt. Exactement. Donc il faut que le personnage soit bien écrit. Donc j'espère que les personnages du jeu seront bien écrits. On a hâte de Tu voir le ça. diras. Bah exactement, ça va arriver très vite. De toute façon, la critique c'est dans le prochain EXP. Et donc si on reçoit le jeu à temps.
Donc on verra pour la réception du jeu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc il y a un reportage qui a été diffusé, on a suffisamment parlé dans l'émission, qui a été diffusé dans EXP, donc vous pouvez le voir en ce moment sur Olaf Online. Et puis la critique arrivera donc dans le prochain EXP qui sera diffusé fin mai. Donc si tout va bien, on a la critique du jeu. Donc voilà, on pourra donner notre avis et tout. En tout cas, merci d'être venu, d'avoir participé à cette émission, Merci à vous. de nous avoir expliqué toutes ces choses. Et puis nous, on est ultra fans du Trône de Fer, donc comme beaucoup de gens en France et genre partout ailleurs. Donc du coup, on espère que le jeu sera à la hauteur et voilà. J'espère que tu prendras du plaisir, parce que c'est pour ça qu'on l'a fait. Cool, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life.